Bonjour, chers amis. Saviez-vous que près de 95% de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés? Si vous aimez ces histoires, je vous invite à appuyer sur le bouton s'abonner et à laisser un like. Cela m'aide énormément. Merci d'être là, d'ailleurs. Au fait, d'où regardez-vous cette vidéo? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je fais ce métier depuis 8 ans, mais il y a une partie de la route que je n'ai jamais aimée, le tronçon nord de la Cassiar Highway. Je m'appelle Braddock Lamasny, mais tout le monde m'appelle Brad. J'ai 35 ans, et je transporte des pièces de machines de Whitehorse à Watson Lake. Ce trajet n'est pas notre itinéraire habituel, mais en hiver, le travail se fait rare, et on prend ce qu'on peut. C'était début novembre. La lumière du jour disparaissait vers 15 heures. Le thermomètre affichait moins 24 degrés Celsius, et la température continuait de chuter. Le départ. Avant de quitter Whitehorse, j'ai vérifié les chaînes, acheté du diesel supplémentaire et contrôlé les niveaux d'huile. Tout était en ordre. J'ai quitté le terminal à 15 heures. La remorque était pleine, mais pas lourde. Une bonne cargaison. Si j'atteignais Watson Lake d'ici le matin, je pourrais charger le soir même et repartir. 2 jours de travail. Rien de plus simple. La route semblait déserte. De la neige fraîche était tombée, mais la chaussée était dégagée. Un trajet rectiligne. J'ai allumé la radio, mais je n'ai capté aucune station. Normal, par ici. J'ai laissé le canal CB ouvert. Peut-être qu'un autre chauffeur était sur la route. On aurait pu discuter. La rencontre inattendue. À 16 heures, la neige a commencé à tomber, légère au début, des flocons dansant sur le pare-brise. J'ai activé les essuie-glaces, sans ralentir. La visibilité était bonne. À 16h30, une voix a retenti sur le CB. Y a-t-il un convoi sur ce canal? J'ai pris le micro. Ici Brad, en provenance de Whitehorse. Je suis seul. Où êtes-vous? Derrière toi. À 5 minutes. Tu peux me suivre si tu veux. Où allez-vous? Sud, Watson. Parfait. Même route. Si un convoi se formait, je me sentirais mieux. Rouler ensemble avait du sens, par ici. J'ai ralenti et vérifié les rétroviseurs. Difficile de distinguer quoi que ce soit dans l'obscurité, mais après quelques minutes, j'ai aperçu des lumières au loin. 2, peut-être 3. Elles avançaient à vitesse constante, ni trop vite, ni trop lentement. La neige s'épaississait, collant à tout et rendant la route plus étroite. Le détour maudit. Les lumières se sont rapprochées. J'ai distingué le premier camion, un gros porteur, probablement un Peterbilt. Celui derrière était plus difficile à voir à travers la neige. Le CB a grésillé à nouveau. On te voit. On prend la tête, tu suis. Reçu. Je suis juste derrière vous. Le camion de tête a accéléré, et je me suis placé derrière lui. Le deuxième camion est resté près de mon arrière. Nous étions 3, un petit convoi. Cela me semblait plus sûr. Ici, quand le temps se gâte, avoir quelqu'un devant soi pour briser le vent et tester la glace fait toute la différence. J'ai gardé mes distances. Ni trop près, ni trop loin, juste assez pour voir les feux arrière à travers la neige. La route sinuait doucement, suivant le terrain. Les arbres se resserraient de chaque côté, sombres et épais. La neige continuait de tomber. Mes essuie-glaces peinaient à suivre. J'ai augmenté le chauffage du pare-brise. La température chutait, moins 27 degrés Celsius. Le panneau route fermé. Nous roulions depuis environ 20 minutes quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les feux arrière du camion de tête semblaient anormaux. Ils étaient ternes, presque jaunes au lieu de rouge. Cela aurait pu être dû à la neige, ou à des ampoules usées, mais ils avaient l'air bizarres. J'ai plissé les yeux pour mieux voir. Le camion derrière moi était toujours là. Je pouvais voir la lueur de ses phares dans mon rétroviseur latéral. Le CB était silencieux. Aucun échange. C'était normal. Tout le monde n'aime pas discuter. Certains conducteurs veulent simplement arriver à destination. Mais après un moment, le silence est devenu pesant. J'ai pris le micro. Camion de tête, ici Brad. Quel est votre indicatif? Seul un grésillement a répondu.
J'ai réessayé. Camion de tête, me recevez-vous? Reçu. Reste près de nous. La voix était faible, entrecoupée, mais je l'ai entendue. Quel est votre nom? Aucune réponse, seulement du bruit. J'ai regardé mon odomètre. Nous avions parcouru environ 25 km depuis qu'il m'avait rejoint. La route aurait dû s'élargir bientôt, mais les virages se faisaient plus serrés. Je ne me souvenais pas de cette partie du trajet comme étant si sinueuse. J'ai jeté un coup d'œil au GPS. L'écran montrait l'autoroute comme une ligne droite devant moi, mais nous tournions. Je pouvais le sentir dans la direction, le voir dans la façon dont les feux du camion de tête oscillaient de gauche à droite. Le GPS devait se tromper. Peut-être que le signal était faible. Peut-être que le froid perturbait l'électronique. J'avais entendu parler de ce genre de problème. Les appareils ne fonctionnent pas toujours correctement par un froid pareil. Le checkpoint abandonné. Le camion de tête a ralenti. J'ai fait de même. La neige tombait plus drue, épaisse et latérale. Le vent s'était levé. Je pouvais sentir la remorque trembler à chaque rafale. La route sous moi semblait rugueuse, inégale, comme si elle n'avait pas été déneigée récemment. Peut-être pas du tout. C'est alors que j'ai vu le panneau. Il était à moitié enfoui dans la neige, penché sur le côté comme s'il avait été heurté par une lame il y a des années. Je n'ai pas pu tout lire, mais j'ai distingué 2 mots en passant, route fermée. J'ai freiné. Pas brutalement, juste assez pour ralentir rapidement. Les pneus ont accroché, et la remorque a légèrement oscillé. J'ai pris le micro. Camion de tête, nous venons de passer un panneau route fermée. Vous l'avez vu? Silence. Puis, camion de tête, répondez. Rien. Les feux arrière devant moi continuaient d'avancer. Le camion derrière moi restait proche. J'ai vérifié les rétroviseurs. Toujours là, toujours visible. Ma poitrine s'est serrée. Quelque chose n'allait pas. J'avais emprunté cette autoroute une douzaine de fois, et je n'avais jamais vu de panneau route fermée sur ce tronçon. Jamais. L'autoroute principale ne fermait que pour des avalanches massives ou des effondrements de ponts. Et même dans ces cas, des détours étaient mis en place avec des lumières et des barricades. Ce n'était pas le cas ici. Juste un panneau, à moitié enterré et oublié. J'ai encore ralenti. Le camion de tête a continué. La distance entre nous s'est agrandie. Je pouvais encore voir ses feux arrière, mais ils étaient plus faibles, presque avalés par la neige. J'ai pensé m'arrêter, me garer et attendre le jour. Mais le camion derrière moi était toujours là. Si je m'arrêtais, il devrait s'arrêter aussi, ou me contourner. Dans les 2 cas, cela me semblait mauvais. J'ai continué à rouler lentement. La voie sans issue. La route s'est rétrécie. Les arbres se sont refermés. Le GPS indiquait toujours l'autoroute principale, mais ce que je voyais ne correspondait pas. Cela ressemblait à une route secondaire, une vieille voie d'accès, peut-être une piste forestière. Mais pourquoi le convoi aurait-il pris cette direction? Le CB a grésillé. Ne fais pas demi-tour. J'ai figé. Ma main a survolé le micro. Qui est-ce? Je t'ai dit, ne fais pas demi-tour. Continue d'avancer. J'ai regardé dans le rétroviseur. Le camion derrière moi était plus proche maintenant, trop proche. Je pouvais distinguer la calandre. Un pare-choc chromé imposant, les phares éteints, mais les feux de position allumés. Je ne pouvais pas voir le conducteur. La cabine était sombre. Devant, les feux arrière du camion de tête ont disparu derrière un virage. Je l'ai suivi. La route a tourné brusquement vers la gauche, puis s'est ouverte sur une clairière. Et c'est là que je l'ai vu, un ancien poste de contrôle, du genre qu'ils utilisaient autrefois quand cette route était une piste minière. Une petite cabane en bois avec une barre de passage rouillée, pendue de travers sur la route. Pas de lumière, pas de mouvement, juste la cabane, la barre et la neige qui s'accumulaient sur tout. Le camion de tête n'a pas ralenti. Il a roulé droit devant la barre, qui a raclé le haut de la remorque avec un grincement métallique que j'ai entendu malgré le vent. Le camion a continué, ses feux arrière s'évanouissant dans l'obscurité au-delà. J'ai stoppé. J'ai mis le camion au point mort et je suis resté là, moteur tournant. Le camion derrière moi s'est arrêté aussi, à environ 3 mètres. J'ai fixé le poste de contrôle. La porte de la cabane était ouverte, oscillant légèrement dans le vent.
À l'intérieur, il n'y avait que du noir. Pas de lumière, pas de signe de présence. Le CB a grésillé à nouveau. Ne fais pas demi-tour. J'ai saisi le micro. Ma main tremblait. Mais où est-ce qu'on va, putain? Aucune réponse, juste du silence. Puis, faiblement, sous le bruit, j'ai entendu autre chose. Une voix chuchotant. Je n'ai pas pu distinguer les mots, mais cela ne semblait pas normal. Cela semblait faux, comme quelqu'un parlant à l'envers ou sous l'eau. J'ai passé la marche arrière. Le camion derrière moi n'a pas bougé. J'ai reculé lentement, surveillant les rétroviseurs. Le camion est resté où il était. J'ai continué à reculer, tournant le volant, essayant de me repositionner vers la route d'où nous venions. La voie était étroite. J'ai dû faire un demi-tour en 3 manœuvres. Pendant tout ce temps, le camion derrière moi est resté là, phares allumés, moteur tournant, attendant. J'ai finalement réussi à me retourner. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai simplement roulé aussi vite que j'osais sur la neige. La route s'étendait devant moi, sinueuse et sombre. J'ai continué à surveiller les rétroviseurs, mais le camion ne m'a pas suivi. Il est simplement resté là. Et le camion de tête avait disparu. Avalé par les arbres. Il m'a fallu près de 40 minutes pour retrouver l'autoroute principale. Quand j'ai enfin vu la ligne jaune au centre et les réflecteurs sur le côté, j'ai failli pleurer. Je me suis garé au premier endroit dégagé et je suis resté là, moteur tournant, les mains agrippées au volant. Mon cœur battait à tout rompre. Ma chemise était trempée de sueur malgré le froid. J'ai vérifié le GPS. Il m'indiquait exactement où j'étais sur la Cassia Highway. Là où je devais être, comme si je n'étais jamais parti. Mais je savais que si. J'avais suivi ces camions sur une route fermée. J'avais vu le poste de contrôle. J'avais entendu la voix. J'ai pris le micro du CB et l'ai éteint. Je ne voulais plus entendre cette voix. Je ne voulais plus risquer quoi que ce soit. J'arriverais à Watson Lake par mes propres moyens. Pas d'aide, pas de convoi, juste moi et la route. L'arrivée à Watson Lake. Le soleil commençait à se lever. Le ciel était rose et orange. La lumière me semblait bonne, rassurante. J'ai mis le camion en marche et j'ai repris la route. Le col s'est aplani. La route s'est redressée. Je pouvais voir la vallée en contrebas. Watson Lake était là, en bas, qui m'attendait. Il me suffisait de continuer à avancer. Je suis arrivé à Watson Lake vers 9h du matin. La ville semblait normale, petite et calme. Quelques bâtiments regroupés autour de l'autoroute, une station-service, un restaurant routier, un motel. Je me suis garé dans la cour de fret près du quai de chargement. Mes mains tremblaient encore. Je suis resté assis dans la cabine pendant quelques minutes, fixant le tableau de bord. J'y étais arrivé. J'étais vivant. Mon nom est S. Giro, et je transporte du fret dans le Yukon depuis 12 ans. On me demande souvent pourquoi je reste ici, alors que le travail est brutal et que les hivers sont pires encore. La vérité, c'est que je ne sais plus. Peut-être par habitude. Peut-être parce que je suis trop vieux pour recommencer ailleurs, dans un endroit plus chaud. J'ai 42 ans maintenant, et cette route est tout ce que je connais. C'était mi-décembre, le genre de froid qui fait mal aux dents et gèle la respiration dans les poumons. Je transportais un chargement d'équipement de forage de Dawson City à un camp minier près de la frontière avec l'Alaska. L'itinéraire me faisait traverser certaines des régions les plus isolées d'Amérique du Nord. Pas de ville, pas de service, juste une nature gelée et une route qui méritait à peine ce nom. Le départ et la route isolée. J'ai quitté Dawson à la première lumière, ce qui, à cette période de l'année, signifiait vers 10h du matin. Le soleil était bas à l'horizon, pas les faibles. Il ferait nuit à nouveau vers 15h. J'avais peut-être 5 heures de lumière pour parcourir 320 km. La première moitié du trajet était correcte, déneigée, gravillonnée. La seconde moitié était une route de glace, littéralement un chemin taillé à travers des lacs et des rivières gelées. Un faux mouvement, et vous passiez à travers. On retrouverait votre camion au printemps, quand la glace fondrait. Le chauffage de ma cabine fonctionnait à peine. Je devais garder un sac de couchage enroulé autour de mes jambes pour les empêcher de s'engourdir. Le désembueur peignait à maintenir le pare-brise dégagé. De la glace s'accumulait dans les coins, peu importe à quel point je le poussais.
Je portais 2 paires de gants, une fine pour sentir le volant, une épaisse par-dessus pour quand je devais sortir. Le chargement était lourd, 3600 kg de tuyaux et de trépans. La remorque gémissait sous le poids. J'ai maintenu une vitesse basse, 30 km/h sur les bons tronçons, 15 sur la glace. Plus vite, et vous risquiez de perdre le contrôle. La station-service fantôme. Vers 13h30, j'ai commencé à chercher la station-service. Elle était indiquée sur ma carte, un ancien dépôt de ravitaillement transformé en point de service des décennies plus tôt. La plupart des chauffeurs l'utilisaient comme point de contrôle, un endroit pour se réchauffer, faire le plein et vérifier leur camion avant de s'engager sur la route de glace. J'aurais dû l'atteindre maintenant. Selon mon GPS, j'étais à moins d'1,5 km, mais je ne la voyais pas. Juste des arbres, de la neige et la route étroite qui traversait le paysage. J'ai ralenti et vérifié la carte à nouveau. Les coordonnées étaient bonnes. Elle aurait dû être là. Puis j'ai vu le panneau, à moitié enterré dans une congère, Junction Fuel au 150M. J'ai soupiré de soulagement. J'étais à court de diesel, et le froid le consumait plus vite que d'habitude. J'avais besoin de faire le plein avant de m'engager sur la route de glace. La rencontre avec Ivy. J'ai roulé lentement. La route a tourné à droite et s'est ouverte sur une clairière. Et là, elle était, la station. Elle avait exactement le même aspect que dans mes souvenirs. Une seule pompe sous un auvent métallique. Un petit bâtiment avec un toit en tôle. De la fumée s'échappait de la cheminée. Les lumières étaient allumées à l'intérieur. Une vague de soulagement m'a submergé. J'ai garé le camion près de la pompe et coupé le moteur. Le silence a été immédiat et absolu. Pas de vent, pas d'oiseaux, juste le tic-tac du métal qui refroidissait et ma propre respiration. Je suis descendu. Le froid m'a frappé comme un coup de poing. Au moins 40 degrés Celsius, peut-être moins. Ma respiration sortait en épais nuages. J'ai relevé ma capuche et me suis dirigé vers la pompe. Elle était ancienne, manuelle, du genre qu'il fallait actionner à la main, mais elle fonctionnait. J'ai saisi le pistolet et commencé à faire le plein. Pendant que le carburant coulait, j'ai regardé autour de moi. L'endroit était exactement comme dans mes souvenirs. Même disposition, même bâtiment, mais quelque chose clochait. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. La neige était entassée contre les murs, trop haut, comme si elle n'avait pas été dégagée depuis des semaines, mais les lumières étaient allumées. De la fumée sortait de la cheminée. Quelqu'un était là. La pompe a cliqueté, indiquant que le réservoir était plein. J'ai raccroché le pistolet et me suis dirigé vers le bâtiment. La porte n'était pas verrouillée. Je l'ai poussée et suis entré. La chaleur m'a immédiatement enveloppé. Un poêle à bois dans le coin rougeoyait. La pièce était petite, un comptoir, quelques étagères avec des fournitures, une cafetière sur une plaque chauffante, et derrière le comptoir, une femme. Elle a levé les yeux quand je suis entré. Jeune, peut-être la vingtaine, les cheveux noirs attachés en queue de cheval. Elle portait une chemise en flanelle épaisse et un jean. Son visage était pâle, fatigué, mais elle a souri. « Il fait froid aujourd'hui » a-t-elle dit. « Oui » ai-je répondu. Ma voix semblait étrange, trop forte dans cet espace confiné. Le reçu mystérieux. « Vous avez besoin de carburant ?»« Déjà fait. Je dois juste payer. » Elle a hoché la tête et sorti un carnet de reçu, un de ces vieux carnets à copie carbone. Elle a écrit lentement, soigneusement. « Combien ?» J'ai fait le plein. Environ 230 litres. Elle a fait le calcul à la main et noté un nombre. Puis elle a arraché le reçu et me l'a tendu. J'ai regardé. L'écriture était nette. Les chiffres étaient clairs. Mais quelque chose a attiré mon attention, la date. 14 décembre 2013. J'ai fixé le reçu. Cela ne pouvait pas être exact. Nous étions en 2023, pas en 2013. J'ai levé les yeux vers elle. Cette date est fausse. Elle a jeté un coup d'œil au reçu. Quoi? La date? Elle indique 2013. Elle l'a regardé à nouveau. Son expression n'a pas changé. Oh, désolé. Un vieux carnet de reçus. J'ai dû prendre le mauvais. Elle l'a repris et en a sorti un autre. Elle a écrit un nouveau reçu et me l'a tendu. Celui-ci avait la bonne date, 14 décembre 2023.
Je l'ai plié et mis dans ma poche. Vous voulez un café? A-t-elle demandé. J'ai hésité. Quelque chose ne semblait pas normal, mais j'avais froid et j'étais fatigué. Le café me semblait une bonne idée. Oui, merci. Elle m'a versé une tasse depuis la cafetière sur la plaque chauffante. J'ai enroulé mes mains autour. La chaleur faisait du bien. J'ai pris une gorgée. C'était fort, amer, exactement ce dont j'avais besoin. Vous allez au camp? A-t-elle demandé. Oui, un camp minier près de la frontière. Long trajet. Oui. Elle s'est appuyée contre le comptoir. Vous êtes déjà passé par ici? Quelquefois, en été. Ah. Elle m'a regardé un long moment. Comment vous appelez-vous? S. Je m'appelle Ivy. Ivy Ketterling. Enchanté. Elle a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. Il y avait quelque chose de vide dans son sourire, comme si elle suivait un script. Faites attention là-bas. La route de glace est traîtresse à cette période de l'année. Je sais. Un camion est passé à travers la semaine dernière. Le conducteur n'a pas survécu. Elle m'a regardé. Sérieusement? Oui. Ils ont sorti le camion, mais ils ne l'ont jamais retrouvé. Le courant a probablement emporté son corps sous la glace. Ma poitrine s'est serrée. Où est-ce arrivé? À environ 16 km à l'est, près des détroits. Je connaissais cet endroit, une section où la route traverse une rivière. La glace y est toujours plus fine. Il faut aller vite. Ne pas s'arrêter. Ne pas ralentir. Juste continuer et espérer que la glace tienne. Merci pour l'avertissement, ai-je dit. Bien sûr. J'ai fini mon café et posé la tasse. Combien je vous dois pour le café? Rien. Pour le carburant, vous avez déjà payé. J'ai hoché la tête. D'accord, merci. Je me suis dirigé vers la porte. Alors que j'attrapais la poignée, elle a parlé à nouveau. S. Je me suis retourné. Oui. Si vous voyez des lumières sur la glace, ne les suivez pas. J'ai fixé Ivy. Quelle lumière? Elle n'a pas répondu. Elle m'a juste regardé avec ses yeux vides. J'ai voulu poser plus de questions, mais quelque chose m'a dit de ne pas le faire. J'ai hoché la tête et suis sorti. La traversée de la route de glace. Le froid m'a frappé à nouveau. Je suis retourné au camion et j'ai démarré le moteur. En m'éloignant de la station, j'ai regardé dans le rétroviseur. Ivy était debout dans l'embrasure de la porte, me regardant. Elle n'a pas fait de signe, n'a pas bougé, elle est juste restée là. J'ai reporté mon attention sur la route. Les arbres se sont refermés de chaque côté. La lumière commençait déjà à faiblir. Il me restait peut-être 1 heure avant la nuit complète. Je devais avancer rapidement. Mais je n'arrêtais pas de penser à ce qu'elle avait dit. Le camion qui était passé à travers, le conducteur qu'on n'avait jamais retrouvé, et les lumières. Quelle lumière? J'ai roulé pendant encore 20 minutes avant que la route ne s'ouvre sur la glace. La transition a été soudaine. Un moment, j'étais sur la terre ferme, le suivant, sur un lac gelé. La surface était blanche et lisse. Pas de traces, pas de marques de pneus, juste de la glace s'étendant dans toutes les directions. J'ai ralenti au maximum. C'était la partie que je détestais. On ne pouvait pas voir l'épaisseur de la glace. Il fallait juste lui faire confiance. Faire confiance au froid pour l'avoir gelé assez profondément pour supporter le poids. Faire confiance à l'absence de points faibles, de fissures, d'eau libre. J'ai maintenu le camion en mouvement lent et régulier. La glace craquait sous le poids. Je pouvais l'entendre, un gémissement sourd qui semblait venir de partout à la fois. Mes mains serraient le volant. Mes yeux scrutaient l'horizon, cherchant tout changement de couleur, toute ombre, tout ce qui pourrait indiquer une glace fine. Les lumières mystérieuses. Le soleil avait disparu. Le ciel était d'un violet profond, virant au noir. Mes phares découpaient l'obscurité. La glace reflétait la lumière, vive et aveuglante. J'ai plissé les yeux et continué à rouler. C'est alors que je les ai vus. Des lumières, sur ma gauche, à environ 100 mètres. Elles étaient faibles, vacillantes, comme des bougies ou des lanternes. J'ai ralenti et fixé les lumières. Que faisait-elle ici?
Il n'y avait rien. Pas de bâtiment, pas de camp, juste de la glace et de l'obscurité. J'ai pensé à ce qu'Ivy avait dit, ne les suivez pas. Mais je ne les suivais pas. Je les regardais simplement. C'était différent, non? Les lumières se déplaçaient lentement, glissant sur la glace. Je les ai observées. Elles semblaient me suivre, se déplaçant à la même vitesse, restant parallèles. Je me suis dit que c'était un reflet. Les phares d'un autre camion, quelque part. Ou une aurore. Mais l'aurore ne bougeait pas comme ça. Et il n'y avait pas d'autre camion. Je me suis forcé à détourner le regard. Concentre-toi sur la route. Continue d'avancer. Ne t'arrête pas. La glace a gémi à nouveau, plus fort cette fois. J'ai senti le camion bouger légèrement. Mon cœur a fait un bond. J'ai accéléré un peu, pas trop, juste assez pour maintenir l'élan. Les lumières étaient plus proches maintenant. Je pouvais les voir en vision périphérique. Elles s'étaient rapprochées. Comment? Je n'avais pas regardé ailleurs plus de quelques secondes, mais elles étaient définitivement plus proches. Peut-être à 50 mètres maintenant. J'ai serré le volant plus fort. Ma respiration s'est accélérée. J'avais envie d'appuyer à fond, de quitter cette glace le plus vite possible, mais ce serait stupide. Imprudent. La glace ne tiendrait pas si j'allais trop vite. Je passerais à travers, comme le conducteur de la semaine dernière. Les lumières se sont arrêtées. Elles sont restées là, flottant au-dessus de la glace. Je les ai fixées. Elles ressemblaient à des flammes maintenant, vives et oranges, dansantes. Mais il n'y avait rien qui brûlait, rien pour les alimenter, juste du feu sur la glace. Puis elles se sont éteintes d'un coup, comme si quelqu'un les avait soufflées. L'obscurité a envahi l'espace. Mes phares semblaient plus faibles, moins puissants. Je ne voyais plus aussi loin. J'ai vérifié le tableau de bord. Tout était normal. Batterie bonne, phares allumés. Mais il faisait plus sombre. J'ai continué à rouler. Mes yeux scrutaient la glace, cherchant la rive, cherchant la fin de cet enfer gelé. La glace a gémi à nouveau, encore et encore. Cela ressemblait à quelque chose qui bougeait en dessous, quelque chose de gros. Je me suis dit que c'était juste la glace qui se dilatait et se contractait. Normal. Mais cela ne semblait pas normal. Cela semblait vivant. La rive est apparue dans mes phares. Des arbres, de la terre ferme. J'ai presque pleuré de soulagement. J'ai légèrement accéléré. Le camion a bondi en avant. La glace a craqué. Un son aigu, comme un coup de feu. J'ai senti la remorque s'enfoncer. Mon estomac s'est retourné. J'ai enfoncé l'accélérateur à fond. Les pneus ont patiné, puis ont accroché. Le camion a surgi en avant. J'ai senti la remorque remonter sur la glace solide. J'ai gardé le pied au plancher. La rive s'est rapprochée. 30 mètres, 20, 10. Les pneus ont heurté le gravier, et j'étais sur la terre ferme, en sécurité. La découverte macabre. J'ai roulé encore 1,5 km avant de m'arrêter. Je tremblais. Ma chemise était trempée de sueur. Mes mains me faisaient mal d'avoir serré le volant. Je suis resté assis là, moteur tournant, essayant de reprendre mon souffle. J'y étais arrivé. J'étais vivant. Mais je n'arrêtais pas de penser à ces lumières. Que étaient-elles? Et pourquoi Ivy m'avait-elle prévenu à leur sujet? Comment le savait-elle? J'ai sorti le reçu de ma poche. Celui avec la bonne date. Je l'ai regardé sous la lumière du plafond. 14 décembre 2023. Tout semblait normal, sauf une chose, le nom de la station. Il était écrit en petites lettres en haut, Junction Fuel and Supply. J'ai attrapé mon téléphone et ouvert la carte. J'ai zoomé sur la zone. J'ai trouvé la station. L'affiche indiquait, Junction Fuel and Supply fermée définitivement. Fermée depuis 2014. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai atteint le camp minier vers minuit. J'ai déchargé l'équipement de forage avec l'aide de 2 ouvriers qui semblaient à moitié gelés et épuisés. Ils ne parlaient pas beaucoup, se contentant de désigner où ils voulaient que je dépose les choses et de m'aider à fixer les sangles. La vérité sur Ivy. Le camp était un ensemble de bâtiments préfabriqués et de lumières de générateurs au milieu de nulle part. Il avait l'air temporaire, comme s'il pouvait être abandonné à tout moment.
Le contremaître a signé ma feuille de livraison et m'a offert un lit pour la nuit. Je l'ai pris. La chambre était exiguë et froide malgré le chauffage au diesel qui tournait dans le coin. 6 lits. 3 étaient occupés par des travailleurs endormis. J'ai pris celui près de la porte et me suis allongé, tout habillé. J'ai fixé le plafond et écouté le vent dehors. Je n'arrêtais pas de penser à la station, à Junction Fuel, fermée définitivement depuis 2014. Mais j'y avais été. J'avais fait le plein. J'avais parlé à Ivy. Elle m'avait offert un café. Elle m'avait prévenu au sujet des lumières. J'ai sorti mon téléphone et cherché des informations. Le signal était faible, mais suffisant. J'ai trouvé un vieux article de journal de 2014. Une station-service locale ferme après la mort de son propriétaire. L'article était court. Il disait que le propriétaire, un homme nommé Vincent Ketterling, était mort dans un incendie. La station avait brûlé. Personne d'autre n'avait été blessé. Elle avait été brièvement reconstruite par sa fille, mais avait fermé dans l'année en raison d'un manque de clientèle. Sa fille, Ivy. J'ai fait défiler vers le bas. Il y avait une photo, une jeune femme aux cheveux noirs et au visage pâle. La légende disait, Ivy Ketterling, 24 ans, prévoit de maintenir l'entreprise de son père en activité. Mon sang s'est glacé. C'était elle, la femme à qui j'avais parlé. Mais cet article datait de 2014. 9 ans plus tôt. Elle aurait 33 ans maintenant. La femme que j'avais vue n'avait pas l'air d'avoir 33 ans. Elle avait exactement le même aspect que sur la photo. Exactement comme 9 ans plus tôt. Le retour et la révélation. Je n'ai pas dormi. À la première lumière, j'ai chargé et suis reparti. Le trajet de retour me ferait repasser devant la station. Je devais la voir. Devoir savoir. Le ciel était couvert. De lourds nuages gris menaçaient de neige. La température avait encore baissé. Moins 45 degrés Celsius. Ma respiration formait de la glace à l'intérieur du pare-brise. Je l'ai gratté avec mon gant et continué à rouler. J'ai atteint la route de glace vers midi. Cette fois, je savais à quoi m'attendre. J'ai maintenu une vitesse constante, sans regarder ni à gauche ni à droite, me concentrant uniquement sur la route devant moi. La glace a gémi, mais a tenu. Aucune lumière n'est apparue. Aucune flamme dansant dans l'obscurité. Juste de la glace et du silence. J'ai traversé sans incident. De retour sur la terre ferme. Les arbres se sont refermés. J'ai vérifié l'odomètre. La station devait apparaître bientôt. Mon cœur battait la chamade. Une partie de moi voulait continuer, faire semblant de ne jamais m'être arrêté là, mais je devais savoir. Le panneau est apparu, Junction Fuel au 150m comme avant, à moitié enterré dans la neige. J'ai ralenti et tourné dans la clairière. Puis je me suis arrêté. La station avait disparu. Pas fermée, pas condamnée, disparue. Il n'y avait rien, juste une fondation en béton recouverte de neige. La pompe avait disparu. Le bâtiment avait disparu. Tout ce qui restait était un rectangle noirci là où quelque chose avait autrefois été debout. L'auvent métallique était tordu et effondré sur un côté. Tout le reste n'était que cendre et neige. Je suis resté assis là, à fixer l'endroit. Ce n'était pas possible. J'étais ici hier. J'étais entré dans ce bâtiment. J'avais parlé à Ivy. J'avais bu du café. J'avais le reçu dans ma poche. Je suis descendu du camion. Le froid était vicieux, mais je ne le sentais presque pas. J'ai marché jusqu'à l'endroit où se trouvait le bâtiment. Mes bottes craquaient dans la neige. Je pouvais voir la fondation clairement maintenant, des blocs de béton, du bois calciné, du métal tordu par la chaleur. Cet incendie avait eu lieu il y a des années. Pas hier. Pas la semaine dernière. Il y a des années. J'ai marché jusqu'à l'endroit où se trouvait la pompe. Il y avait une dalle de béton, fissurée et tachée, des tuyaux de carburant sortant du sol, gelés, solides, inutilisables. J'en ai touché un. Il était glacé. Il n'avait pas été utilisé depuis longtemps. J'ai sorti le reçu et l'ai regardé. Le papier était réel. L'encre était réelle. Je pouvais le sentir, le voir. Mais comment ? Je suis retourné vers la fondation, cherchant quelque chose. Un signe que quelqu'un était passé par ici récemment, des empreintes,
des traces de pneus, n'importe quoi. Mais il n'y avait rien. Juste de la neige, des cendres et le vent. Un bruit m'a fait me retourner. Un véhicule arrivait sur la route. J'ai regardé un chasse-neige émerger des arbres. Une grosse machine orange. La même que celle que j'avais vue à l'allée. Il s'est engagé dans la clairière et s'est arrêté. Le conducteur est descendu. Il avait peut-être 60 ans, un manteau épais, un chapeau en fourrure. Il est venu vers moi. « Tout va bien ?» a-t-il demandé. « Oui », ai-je répondu, je regardais juste. Il a jeté un coup d'œil à la fondation. « Triste, hein ? Qu'est-ce qui s'est passé ici ? » Un incendie en 2014. Le propriétaire est mort. Sa fille a essayé de faire marcher l'affaire, mais elle n'a pas réussi. L'endroit est abandonné depuis. La fille, Ivy, qu'est-il arrivé à elle ? Il m'a regardé. Vous la connaissez ? Non, j'ai juste entendu parler d'elle. Il a secoué la tête. Tragique. Elle est morte 1 an après son père. Accident de voiture. Elle est passée à travers la glace sur la route du lac. Ils ont sorti sa voiture, mais n'ont jamais retrouvé son corps. Ma poitrine s'est serrée. Elle est passée à travers la glace ? Oui. Au même endroit où ce camionneur est passé la semaine dernière. C'est un mauvais tronçon. La glace y est toujours fine. Je l'ai fixé. Vous avez dit qu'un camionneur est passé la semaine dernière ? Oui. Vous n'avez pas entendu parler de ça ? Ça s'est passé il y a 5 jours. Ils ont sorti le camion, mais le conducteur est toujours porté disparu. Ils ne le retrouveront probablement pas avant le printemps. 5 jours plus tôt. Le même jour où je m'étais arrêté à la station. Le même jour où Ivy m'avait prévenu au sujet de la glace, des lumières. Le conducteur du chasse-neige m'a étudié. Vous êtes sûr que tout va bien ? Vous avez l'air d'avoir vu un fantôme. J'ai forcé un rire. Oui, juste le froid. Ne restez pas trop longtemps dehors. Une tempête arrive. Vous devez vous mettre en route. J'ai hoché la tête. Oui, merci. Il est remonté dans son chasse-neige et est parti. Je suis resté là quelques minutes de plus, regardant les ruines, pensant à Ivy, à la station, au reçu dans ma poche. Je suis retourné à mon camion, j'ai démarré le moteur. En m'éloignant, j'ai regardé dans le rétroviseur. La clairière était vide. Juste de la neige, des cendres et le squelette d'un bâtiment qui avait brûlé 9 ans plus tôt. Mais j'y avais été. J'avais parlé à Ivy. J'avais une preuve. J'ai sorti le reçu de ma poche, les déplié et les regardé une dernière fois. La date avait changé. Il n'indiquait plus 14 décembre 2023. Maintenant, il indiquait 14 décembre 2013. Je l'ai fixé. Ce n'était pas possible. J'ai vérifié. J'avais vu la bonne date, mais maintenant elle était fausse. Ou peut-être qu'elle avait toujours été fausse. Peut-être que je voulais juste qu'elle soit exacte. J'ai replié le reçu et l'ai remis dans ma poche. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Mais une chose était sûre, je m'étais arrêté à une station qui n'existait pas. J'avais parlé à une femme morte depuis 8 ans. Et d'une manière ou d'une autre, j'en étais sorti vivant. Je suis resté à Dawson pendant 3 jours. J'ai attendu que la route de glace soit déclarée sûre. J'ai attendu que le froid se calme. Il ne l'a pas fait. La température est restée bloquée à moins 40 degrés Celsius. Le ciel est resté gris. Le vent n'a jamais cessé. Le 4e jour, j'ai reçu un appel. Une autre livraison. Même itinéraire. Dawson au camp minier. Une cargaison différente cette fois, des fournitures alimentaires, du matériel médical, des choses dont le camp avait besoin pour continuer à fonctionner. Je ne voulais pas y aller. L'idée de traverser cette glace à nouveau me retournait l'estomac. Mais c'était mon travail. C'était ce que je faisais. Et je ne pouvais pas laisser la peur me contrôler. Pas si je voulais continuer à travailler. J'ai chargé et suis parti à la première lumière. La route était aussi mauvaise que dans mes souvenirs, peut-être pire. De la neige fraîche était tombée pendant la nuit. Les chasse-neige étaient sortis, mais peinaient à suivre. J'en ai suivi un pendant 30 km. J'ai regardé la lame pousser la neige sur le côté.
Le conducteur du chasse-neige n'a jamais regardé en arrière. Il a juste continué à avancer. Régulier. Implacable. Finalement, le chasse-neige a tourné sur une route secondaire. J'étais à nouveau seul. L'autoroute s'étendait devant moi, blanche, étroite et solitaire. Le passage devant Junction Fuel. J'ai atteint la clairière où se trouvait Junction Fuel vers midi. Je ne me suis pas arrêté, je n'ai pas ralenti, j'ai juste gardé les yeux sur la route et continué. Mais j'ai regardé, bien sûr. Les ruines étaient toujours là. Recouvertes de neige, silencieuses, vides, ou presque vides. Pendant une seconde, j'ai cru voir un mouvement. Une silhouette debout près de la fondation. Un manteau sombre, une queue de cheval, regardant la route. Mais quand j'ai cligné des yeux, elle avait disparu. Juste de la neige et des ombres dans mon imagination. J'ai continué à rouler. La route de glace est apparue 1 heure plus tard. Comme avant. Blanche, lisse et terrifiante. J'ai pris une inspiration et me suis engagé dessus. La glace a gémi. Le camion a tremblé. J'ai maintenu une vitesse constante. Cette fois, je savais à quoi m'attendre. Je savais que les lumières pouvaient apparaître, et elles l'ont fait. Les lumières et la voix d'Ivy. Elles sont apparues à peu près à mi-chemin, sur ma droite cette fois. Scintillantes, dansantes, orange et vives. Je ne les ai pas regardées, je n'ai pas tourné la tête, j'ai juste gardé les yeux vers l'avant, concentré sur la route. Les lumières se sont rapprochées. Je pouvais les voir en vision périphérique, mais je ne les ai pas regardées, je n'ai pas réagi. Et puis je l'ai entendu. Une voix, un chuchotement faible, venant du CB, même s'il était éteint. J'ai jeté un coup d'œil. L'écran était noir. Pas d'alimentation, mais la voix était là. Est-ce ? Mon sang s'est glacé. C'était la voix d'Ivy. J'en étais sûr. Le même ton, la même cadence. S, ne t'arrête pas. J'ai serré le volant plus fort. Mes articulations étaient blanches. Ma respiration s'est accélérée. Les lumières étaient plus proches maintenant, peut-être à 20 mètres. Elles ressemblaient à des flammes, mais il n'y avait pas de chaleur, pas de fumée, juste de la lumière sur la glace. S continue d'avancer. J'ai voulu allumer le CB, lui demander ce qui se passait, mais je n'ai pas osé. J'ai juste roulé plus vite maintenant, poussant les limites de ce que la glace pouvait supporter. La remorque a oscillé, le camion a gémi, mais j'ai continué à avancer. Les lumières se sont arrêtées. Elles sont restées là, à la limite de ma vision, attendant. Puis elles se sont éteintes d'un coup. L'obscurité a envahi l'espace, mais la voix n'a pas cessé. La glace se souvient. La glace sous moi a craqué. Un son aigu, comme un coup de feu. Le camion a sursauté. J'ai senti l'avant s'enfoncer. Mon cœur s'est arrêté. J'allais passer à travers. C'était le moment. J'ai enfoncé l'accélérateur à fond. Le moteur a rugi. Les pneus ont patiné, puis ont accroché. Le camion a bondi en avant. Le son de craquement m'a suivi. Je pouvais l'entendre. Le sentir. La glace se brisant derrière moi, me poursuivant. La rive était devant. 50 mètres, 40, 30. J'ai gardé le pied au plancher. Le camion a tremblé et secoué. La remorque a dérapé, mais je n'ai pas relâché. 20 mètres, 10. Les pneus ont heurté le gravier, la terre ferme. J'étais en sécurité. Je ne me suis pas arrêté. J'ai continué à rouler. 1 kilomètre, 2. Finalement, je me suis garé. Tout mon corps tremblait. Mes mains pouvaient à peine tenir le volant. Je suis resté assis là, haletant, essayant de reprendre mon souffle. J'y étais arrivé à nouveau, mais de justesse. La glace m'avait presque eu. Elle m'aurait eu si je m'étais arrêté. Si j'avais regardé les lumières. Le CB a grésillé. Je l'ai fixé. Il était toujours éteint. Pas d'alimentation. Mais il a grésillé quand même. Merci, Ivy. Une dernière fois, puis le silence. J'ai conduit le reste du chemin jusqu'au camp minier en silence. J'ai fait la livraison, fait demi-tour et suis revenu. Cette fois, j'ai pris un itinéraire différent, plus long,
plus lent, mais il évitait complètement la route de glace. J'ai évité Junction Fuel, j'ai évité tout. Quand je suis retourné à Dawson, je suis allé directement voir le dispatch et lui ai dit que j'en avais fini avec les routes du Nord, fini avec les routes de glace. Il n'a pas demandé pourquoi, il a juste hoché la tête et m'a réaffecté. Maintenant, je roule vers le sud. Des trajets plus courts, moins d'argent, mais plus sûrs. Je roule vers le sud depuis 6 mois maintenant. Je ne suis pas retourné dans le Yukon. Je n'ai pas traversé une autre route de glace, et je ne prévois pas de le faire. Mais parfois, tard le soir, quand je suis seul dans la cabine, je l'entends. Cette voix, faible, chuchotante. La glace se souvient. Et je sais que c'est vrai. La glace se souvient. Elle se souvient de tous ceux qui l'ont traversée, de tous ceux qui y sont morts. Et elle attend. Toujours. Le lendemain matin, je me suis réveillé en silence. La tempête était passée. J'ai regardé par la fenêtre. Tout était blanc, brillant et propre, comme si le monde avait été réinitialisé. Je me suis habillé et suis retourné au parc à camions. Le dispatch était là. Même endroit, même bureau. Il a levé les yeux quand je suis entré. Les routes sont ouvertes, a-t-il dit. Mais pas les routes de glace. Elles ne seront pas sûres avant quelques jours au moins. Bien, ai-je répondu. Je ne suis pas pressé. Il a hoché la tête. Puis il a sorti un morceau de papier. J'ai un message pour toi. Il est arrivé ce matin. Je l'ai pris. C'était un mot, écrit à la main. L'écriture était nette. Fais attention, S. Fais attention là-bas. La glace se souvient. LG. J'ai fixé le mot. LG? Laurie Grunwald, le chauffeur qui avait posté à propos d'Ivy. Comment savait-il que j'étais ici? Comment savait-il qu'il fallait envoyer ce message? Qui t'a donné ça? Ai-je demandé. Le dispatch a haussé les épaules. Je l'ai trouvé sous la porte ce matin. Pas de nom, pas d'adresse de retour, juste ce mot. J'ai plié le papier et l'ai mis dans ma poche, à côté du reçu, 2 morceaux de papier qui ne devraient pas exister, 2 avertissements de personnes qui en savaient plus qu'elles n'auraient dû. Je suis sorti dans le froid. Le soleil était brillant, mais ne donnait aucune chaleur. Je suis resté là un moment, regardant la route, pensant à ce qui m'attendait. Plus de glace, plus de froid, plus d'obscurité. Mais maintenant, je savais une chose. La glace se souvient. Les gens qui y sont morts y sont toujours, regardant, attendant, essayant d'aider, ou peut-être essayant d'entraîner les autres avec eux. Je n'en étais pas sûr. Tout ce que je savais, c'est que je devais être prudent, écouter les avertissements, respecter ce que je ne comprenais pas, car ici, dans le Grand Nord gelé, les règles étaient différentes. La mort n'était pas toujours la fin, et parfois les morts étaient plus vivants que les vivants. Je garde toujours le reçu. 14 décembre 2013. Je le garde dans mon portefeuille, comme un rappel, un avertissement. Certaines routes ne sont pas faites pour être parcourues. Certains endroits ne sont pas faits pour exister. Et certaines personnes ne partent jamais vraiment. Ivy Ketterling m'a sauvé la vie 2 fois. Une fois à la station qui n'existait pas. Une fois sur la glace qui a essayé de me tuer. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment. Mais je suis reconnaissant. Et je n'oublierai jamais son avertissement. Ne suivez pas les lumières. Ne vous arrêtez pas sur la glace. Et souvenez-vous, la glace se souvient toujours.